Les djihadistes syriens continuent de recruter en Israël. Démantèlement d'une nouvelle cellule, cette fois dans la région du Negev. Un salafiste a été arrêté. Il était accusé d'avoir aidé 2 Arabes israéliens à passer en Syrie. L'armée ukrainienne a repris le contrôle total de l'aéroport de Donetsk qui était aux mains des séparatistes pro-russes, mais les combats ont fait une 40aine de morts. Moscou demande ce soir à Kiev de cesser ses opérations militaires dans l'Est. À Bruxelles, l'enquête ouverte pour terrorisme continue après l'attentat du musée juif de samedi dernier. Ce soir à Tel Aviv ont eu lieu les obsèques du couple israélien qui figure parmi les 4 victimes de l'attentat. Obsèques devant plusieurs centaines de personnes dont un ministre du gouvernement. Et on vous l'a dit donc ce soir à Bruxelles, les chefs d'État européens se sont réunis d'urgence pour un sommet afin de tirer les conséquences du vote sanction de dimanche dernier. Non pas que la majorité de partisans de l'Europe ait été remise en cause, mais il y a un avertissement sévère. On va en parler avec 2 experts qui sont là ce soir. Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, et Dan Katarivas, bonsoir. Vous êtes chargé, vous dirigez les relations internationales pour le patronat israélien. C'est vrai qu'il est beaucoup question d'économie. Ce soir, on a vu des présidents arriver tout à l'heure, François Hollande, David Cameron, le chef du gouvernement britannique, et dire qu'il fallait faire quelque chose, changer. C'est quoi? C'est la politique économique, à votre avis, de l'Europe là qu'il faut changer après ce vote? Je pense qu'effectivement, il y a là un problème, et c'est un problème interne à l'Europe. C'est surtout un vote, comme beaucoup de commentateurs l'ont dit, c'est plutôt un vote qui n'était pas tellement orienté vers l'Europe, mais c'était probablement un vote de mécontentement en France, en Angleterre. En Italie, au contraire, il y a eu un vote de confidence et de confiance pour justement le nouveau gouvernement. Donc je ne pense pas que c'est vraiment un vote pour ou contre l'Europe. C'est vrai que le nombre de ce qu'on appelle les eurosceptiques a augmenté, mais il faut aussi se rappeler que finalement le Parlement européen, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'est pas l'organe qui dirige l'Europe ou qui prend les décisions pour l'Europe. Donc là, certainement, il s'est passé quelque chose. Il y a un malaise dans les populations européennes face, je dirais, à la machine européenne, et il faut que cette machine européenne s'analyse et voit comment se remettre en marche et continuer, je dirais, ce parcours qui finalement est un parcours qui ça fait plus de 50 ans maintenant, a quand même créé une stabilité et surtout une paix en Europe que nous n'avons pas vue depuis des années. Ouais. Alors justement, comment vous interprétez, vous, Emmanuel Navon, ce vote? Est-ce que c'est un vote politique d'abord avec l'arrivée des extrêmes comme ça en masse au Parlement européen, ou plutôt du mécontentement lié à la situation économique et sociale? Je pense qu'une des choses assez claires qui ressort de ce vote, c'est qu'il y a quand même de grosses différences entre les différents pays. Là où il y a eu une poussée des partis d'extrême droite et anti-européens, c'est évidemment avant tout la France, également la Grèce, mais en revanche, dans d'autres pays, il n'y a pas eu cette poussée. Donc il faut mettre les choses en proportion. Et en Grande-Bretagne, le parti eurosceptique de Farage qui a émergé ne partage pas les positions xénophobes de certains partis d'extrême droite européens. D'ailleurs, il a pris ses positions très clairement vis-à-vis de Marine Le Pen et de Wilders en Hollande. Et quels sont les pays dans lesquels ces partis ont émergé? Ce sont essentiellement les pays dans lesquels il n'y a pas de croissance, les pays qui n'ont pas fait leur réforme économique, et c'est eux qui ont payé le prix de ce vote. En Allemagne, par exemple, il y a eu effectivement une petite poussée de Alternative für Deutschland, mais qui n'est pas anti-européen. Il veut sortir de l'euro, mais ils ne sont pas anti-européens. L'Allemagne a fait ses réformes économiques dans les années 2000. Elle a une croissance aujourd'hui que n'a pas la France. Et donc c'est essentiellement, c'est pas uniquement qu'il faut remettre l'Europe en question. Il faut que les pays qui n'ont pas fait leurs réformes se réveillent et fassent ces réformes économiques pour s'adapter à la globalisation et au vieillissement de la population en Europe. Mais ça veut dire encore plus de rigueur, alors? C'est ça qu'il va falloir répondre? Effectivement, la question qui se pose, quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Alors, effectivement, les pays où il y a un chômage, je pense qu'à la base, ce sont des réformes encore qui sont au niveau étatique. C'est vrai que l'Europe a une influence. Je pense que, par exemple, on parle aujourd'hui d'un accord entre l'Europe et les États-Unis de libre-échange. Cela est pour une plus grosse ouverture. Il se peut que ce genre d'accord, aujourd'hui, il y ait des problèmes à le faire passer aussi rapidement
économiquement qu'avant. Il y a des réformes structurelles qui surtout sont au niveau étatique. Maintenant, la machine de Bruxelles est n'est pas très bien comprise par, je dirais, les citoyens de différents États. Donc il faut que Bruxelles et la machine de Bruxelles explique sa raison d'être aux citoyens européens qui finalement ont voté en demandant plus d'explications peut-être à qu'est-ce qu'est l'Europe, où veut arriver l'Europe. Parce que c'est un peu un paradoxe. On a dit toujours l'Europe va apporter plus de liberté avec comme ça un marché, pas de frontières, le libre-échange. Et finalement les gens l'aperçoivent comme un carcan. C'est ce que disait François Hollande tout à l'heure. Une omniprésence dans des endroits où elle n'est pas toujours nécessaire. C'est un peu ça le paradoxe de cette Europe. D'abord, en ce qui concerne l'Europe de l'Est, oui, l'Union européenne a apporté la liberté économique et politique qui n'existait pas sous le régime soviétique. Donc je pense que les pays est européens, eux, ne se plaignent pas parce qu'ils savent très bien ce que l'Union européenne leur a apporté. Je pense que les pays ouest européens, les pays fondateurs, ont tendance à oublier le rôle qu'a joué ce qui fut à l'époque la communauté économique européenne et aujourd'hui l'Union européenne, pour intégrer les marchés européens, pour créer une croissance économique et surtout une paix, une stabilité politique. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'ennemi commun de l'Union soviétique qui soudait ces pays ensemble. Aujourd'hui, il y a des relations compliquées avec la Russie, mais on ne peut pas comparer avec la menace militaire du pacte de Varsovie vis-à-vis de l'Europe occidentale. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de démagogie de la part de beaucoup de politiques européens vis-à-vis des institutions de l'Union européenne. Parce que lorsqu'on regarde les faits, la Commission européenne n'a pas le pouvoir vraiment d'imposer des décisions au gouvernement. Ce sont les gouvernements eux-mêmes qui prennent les décisions sur les questions fondamentales. Donc il ne faut pas non plus exagérer sur les pouvoirs que l'on attribue à la Commission européenne. Ouais, et souvent, je pense que souvent c'est très pratique pour les gouvernements dans chacune des capitales de se tourner vers Bruxelles en disant voilà, toute la bureaucratie c'est Bruxelles et nous c'est pas nous. Donc là il y a un double jeu que font, je dirais, même les gouvernements européens où quand il faut imposer des mesures, ils disent ce ne sont pas nous, c'est Bruxelles qui impose ces mesures et en fait ils font passer la balle à Bruxelles. Et en fait Bruxelles plutôt essaye d'harmoniser les politiques. Parce que finalement, il faut se rendre compte, je pense que les citoyens européens doivent tout à fait être conscients du fait qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer la politique économique seulement au niveau de l'État. Donc aujourd'hui, la globalisation ou la mondialisation est un fait et l'Europe, en étant une Europe, en créant justement ce marché intérieur, a plus de chances de faire face à ce processus de mondialisation et d'en gagner plus. Donc là aussi, il faut comprendre que finalement Bruxelles, dans beaucoup des mesures que prennent ces eurocrates qui sont dans ces grands bâtiments où personne, en fait, qui ne sont pas élus par personne, etc., puisque c'est la manière dans laquelle, je dirais, la bureaucratie européenne est perçue. Je pense que là, il y a quand même besoin d'une réflexion et d'essayer justement de faire un effort pour expliquer les côtés positifs d'harmonisation. Prenons par exemple tout ce qui va se faire maintenant dans le domaine bancaire. Jusqu'à présent, c'était un domaine qui n'était pas sous, je dirais, la juridiction de Bruxelles. On a vu que la crise économique, il y a quand même besoin d'une certaine, je dirais, gouvernance qui serait au niveau européen. Alors ça, c'est une chose qui finalement est un must après la crise qui s'est faite. Prenons par exemple, j'ai parlé déjà de la politique commerciale. Bon, je sais qu'il y a aussi la politique agricole qui toujours revient et qui évidemment fait partie de ces acquis de la communauté européenne. Donc il faut peut-être un peu plus expliquer aux citoyens européens que s'ils vivent aujourd'hui dans une certaine prospérité, malgré la crise des dernières années, c'est quand même dû au fait que l'Europe a su se construire et qu'ensemble, ils ont réussi à créer une croissance qui certainement est supérieure à ce que chaque État peut-être aurait créé tout seul. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les partis qui ont fait campagne sur il y a trop d'Europe et qui ont obtenu des scores importants, il faut leur répondre, il faut plus, au contraire, il faut plus d'Europe. C'est la réponse que doit donner, à votre avis, Bruxelles ce soir? Ce n'est pas une question de est-ce qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe. Il y a des choix qui doivent être faits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. La France n'a pas pris ses responsabilités depuis 20 ans. La France est en déficit budgétaire depuis 1974. Elle n'a jamais fait les réformes que l'Angleterre a fait dans les années 80, que l'Allemagne a fait dans les années 2000. Donc d'abord, les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. Ceux qui ne les ont pas prises, bien entendu. Ensuite, il y a un véritable problème sur la question de l'euro, dans la mesure où il y a aujourd'hui une monnaie unique et il n'y a pas véritablement, il y a des règles communes. Mais on voit très bien que certains gouvernements ne jouent pas le jeu, rentrent dans des déficits budgétaires qui vont au-delà de ce qui est autorisé par les accords de Maastricht. Et là, il va falloir choisir, parce qu'avec une monnaie unique où il y a une Allemagne rigoureuse, avec des budgets plus ou moins équilibrés,
et une Grèce qui se permet de tout et de tout faire, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc soit on maintient l'euro, mais alors il faut que cette rigueur, que ces règles soient effectivement respectées et imposées, ou alors il faut démettre l'euro. Et c'est le programme d'ailleurs du parti Alternative für Deutschland en Allemagne, qui n'appelle pas à mettre fin à l'Union européenne, mais à l'euro tant qu'il n'y aura pas une véritable coordination qui obligera tous les gouvernements. Et là-dessus, il va falloir prendre une décision. On ne peut pas à la fois avoir des gouvernements complètement indépendants dans leur politique budgétaire et avoir une monnaie unique. Ouais. L'euro vous semble aussi une des raisons peut-être de cette crise là que connaît l'Europe à ce moment. Bon, il est certain que tant qu'il n'y a pas d'harmonisation de la politique fiscale et que les impôts il n'y a pas une harmonisation, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un déséquilibre par le fait que d'un côté il y a une politique monétaire qui se fait par la Banque centrale européenne, mais qui n'est pas coordonnée avec la politique fiscale de chacun des pays. Donc là, il y a un déséquilibre, et justement, que vous appelez à faire plus d'Europe, il faut peut-être harmoniser une partie, de la fiscalité pour justement continuer ce processus d'intégration européenne. Je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière sur l'intégration européenne. Je pense que l'euro, aujourd'hui, est un fait difficilement, on peut penser aujourd'hui à des pays qui sortent de l'euro. À l'époque, il était question de la Grèce, mais on a vu que finalement, la Grèce est en train de sortir de la crise. L'Italie sort de la crise. L'Espagne sort de la crise. C'est vrai que c'est les Allemands qui ont payé, mais ça prouve que quand même, il y a une certaine résilience de l'Europe et de l'euro qui doit aujourd'hui faire face à d'autres problèmes. Et vous avez aujourd'hui des pôles de croissance en Chine, des pôles de croissance en Amérique du Sud. L'Europe doit se renforcer pour faire face justement à une concurrence qui vient d'autres marchés. Ouais. Alors on a vu que l'Italie jouait un rôle peut-être moteur là dans cette nouvelle carte politique. On a vu que les marchés en Italie avaient réagi très favorablement, le bon score du Premier ministre. C'est un exemple peut-être à l'Italie là dans cette crise que connaît l'Europe. Je pense qu'il y a peut-être là quand même un résultat en trompe-l'œil. C'est vrai que le Premier ministre italien a été cautionné finalement par son électorat qui semble avoir confiance dans sa capacité, dans sa volonté à réformer l'économie italienne. Mais il ne faut pas oublier qu'il est au pouvoir depuis quelques mois uniquement et qu'il faut voir quels vont être les résultats de sa politique. On sait très bien quel est le système politique italien. Combien de tentatives il y a eu pour réformer l'économie italienne dans le passé, et cela n'a jamais eu lieu parce que c'est un système politique qui ne fonctionne pas. Et donc le fait que l'électorat italien a effectivement cautionné son Premier ministre qui est populaire, qui est jeune, qui est dynamique, très bien. La question est de savoir est-ce qu'il va vraiment avoir la capacité et la volonté de mettre en place les réformes qui sont nécessaires pour que l'Italie sorte de sa léthargie économique. Ouais. On a vu quand même tout à l'heure David Cameron faire des reproches très fermes au fonctionnement de l'Europe. Est-ce qu'il y a un risque d'éclatement pour vous ou pas, là, ce soir, de cette Europe? Non, je ne pense pas. Je pense que finalement, il y a là peut-être, je dirais, une sonnette d'alarme qui va réveiller peut-être les leaders européens à être plus conscients, comme je l'ai expliqué avant, d'expliquer un peu plus leur politique, de se mettre d'accord un peu plus vite, parce que là aussi, je pense que ce qui a peut-être eu, c'est le fait que la lenteur, la lourdeur de la machine européenne à réagir, cela aussi a créé un désillusionnement chez les citoyens qui attendaient des actions. Et finalement, ils ont vu ces soirées interminables où rien n'est décidé et c'est reporté. Donc il y a besoin d'un leadership européen. Là aussi, on peut se demander qui va être le nouveau président du Parlement européen. Il va y avoir une nouvelle commission. Est-ce que cette nouvelle commission, justement, va avoir le pouvoir de faire une relance européenne? Je pense que là, il y a un défi à l'Europe, mais je ne pense pas qu'on va vers un éclatement européen. Pas d'éclatement pour vous non plus, Emmanuel David Lavon? Cameron a de bonnes raisons d'être inquiet parce qu'il a promis un référendum sur l'avenir de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc il y a un point d'interrogation sur l'appartenance même de la Grande-Bretagne à l'Union européenne, sans parler de la question de l'intégralité elle-même de la Grande-Bretagne avec le vote prévu en Écosse, le référendum prévu en Écosse. Donc il y a un danger en tout cas du côté de la Grande-Bretagne. En ce qui concerne les autres pays, à part quelques partis vraiment assez radicaux en Europe, personne aujourd'hui n'appelle véritablement à sortir complètement de l'Union européenne. Mais il y a, comme je l'ai dit en Allemagne, des voix qui ne sont pas des voix radicales,
des voies raisonnables qui appellent à ne pas sortir de l'Union, mais à sortir de l'euro. C'est ça la véritable question. Beaucoup plus que la question de savoir de sortir ou pas de l'Union européenne, sortir ou pas de l'euro, parce que les Allemands, effectivement, ont payé, comme vous l'avez dit, pour sauver en tout cas partiellement la Grèce, l'Italie et l'Espagne, mais je doute que leur patience continuera si jamais ces pays ne poursuivent pas leurs réformes. On n'est pas encore sorti de la crise. Ça, c'est la véritable question, l'avenir de l'euro et le rôle et la place de l'Allemagne dans l'euro. Bon, un mot, Dan Kataria, sur les conséquences pour Israël, qui est un partenaire économique quand même important de l'Europe. Nous sommes tout à fait pour, je dirais, le plus l'Europe recommence sa croissance, le mieux ça vaut pour l'économie israélienne, qui a des relations très étroites économiquement avec l'Europe. Donc nous espérons que l'Europe recommence sa croissance, et comme ça nos relations peuvent s'approfondir et s'élargir. Eh ben voilà, on verra donc ce que décident ce soir les chefs d'État qui sont en train donc eh bien de se réunir à Bruxelles pour évaluer donc les dégâts causés par le vote de dimanche. Merci Dan Katarivas, merci beaucoup. Merci. Emmanuel Navon, fin de ce débat.